Voilà, j'ai vraiment super envie de vous parler de liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté pour moi? J'apprends au fil des conversations avec des amis de longue date que je suis dans leur tête une représentation de la femme libre, de la femme qui se fait fi des contraintes pour poser des choix en conscience, quelles que soient les circonstances de la vie. J'avance. C'est vrai que j'ai un côté comme ça, très résistante, très solide, très persévérante dans mes choix et que j'incarne pour beaucoup des personnes que je connais et qui me côtoient, qui d'ailleurs peuvent témoigner en commentaire sous cette vidéo. Un archétype, une figure, une espèce d'image idéale de la femme libre. Et donc moi je vais vous parler de comment ça se joue pour moi, la liberté, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et what the fuck, la liberté, en fait, qu'est-ce que c'est la liberté? Quel coût ça a? Parce que ça a un vrai coût. On va pas se raconter d'histoire, hein. On va pas se mentir et se raconter des bullshit là-dessus. C'est dur, en fait, hein. C'est vraiment dur. Et sans rentrer dans le pathos, parce qu'il ne s'agit pas de ça, à quel moment on peut se dire vraiment, intimement, et bien là, ce que tu me fais vivre, c'est vraiment trop insupportable pour moi. C'est vraiment pas possible. Je veux pas de ça. Et je choisis de m'aimer moi plutôt que de continuer à t'aimer, par exemple. Qu'est-ce que c'est la liberté en amour? Qu'est-ce que c'est aussi la liberté professionnelle, etc. Hein. Donc, par exemple, quand je vois tous les choix pro que j'ai posés, depuis ma jeunesse finalement. Hein. Je me souviens que quand j'étais étudiante, donc au lycée d'abord, puis ensuite à la fac, on m'a orientée comme tout le monde vers différents choix possibles de petits boulots au départ. Donc c'était, tu pourrais garder des enfants, ou alors tu pourrais aller bosser au McDo, ou prendre une caisse dans un supermarché. Sauf que très tôt, j'ai été prise avec des questions d'éthique, que garder des enfants, ça m'allait pas du tout. J'avais pas du tout envie de ces contraintes et de ces responsabilités-là, parce que c'est carrément énorme. Moi, je tire mon chapeau à toutes les femmes et à toutes les personnes, quelles qu'elles soient, pas seulement les femmes, qui font le choix de s'occuper d'enfants, surtout dans notre société hyper judiciarisée et hyper normée, quoi qu'on en dise, hein. Même si on a eu l'impression, nous les queers, nous les LGBTQI, et plus, d'avoir fait évoluer la face de la société avec l'avancée de nos droits et donc notre visibilisation, notre visibilité, ça n'empêche que notre société est de plus en plus normée et de plus en plus normative. Hein. Et donc, moi, ça m'interroge aussi à ce niveau-là, la question de la liberté. En tout cas, digression mise à part, après ces choix de petits boulots, moi, j'ai préféré, par exemple, aller faire des ménages, parce que ça avait du sens pour moi, que de tenir la caisse d'un supermarché, où je savais très bien que ça allait enrichir un système auquel je ne voulais pas contribuer. Bosser au McDo, encore moins. À la fac, on m'a parlé d'aller bosser au McDo, alors que je faisais partie des manifestants qui militaient contre les McDo de la place Clichy, où l'équipe était en grève historiquement déjà depuis des années. Et après, j'ai été dans les mouvements qui voulaient démonter le McDo du Larzac, par exemple, parce que symboliquement, ça n'avait vraiment pas de sens que McDonald's vienne planter une de ces insupportables succursales de la malbouffe sur le Larzac, avec toute son historicité de lutte pour le bien vivre, le respect du vivant, le respect de nous en tant qu'êtres humains et de notre éthique, de nos valeurs de cœur. Donc vraiment, tout ça, ça n'avait pas de sens et j'avais trop envie de lutter contre ça pour pouvoir bosser dans ce système-là. Malgré tout, être un électron libre, c'est toujours être un électron et c'est toujours tourner autour d'un noyau. Hein. Être attiré, repoussé par ce noyau. Alors parfois, on se rapproche du noyau
et de la force que ça nous donne. Et parfois, on s'en éloigne parce que cette force, c'est aussi un piège et on a envie de s'en extraire. Mais en réalité, on ne fait toujours que tourner autour du noyau de la Terre. C'est la forme première qui est la nôtre, c'est la forme vivante, la matière, hein, qui nous est donnée d'incarner. Et dans cette matière qui nous est donnée d'incarner, eh bien, nous vivons sur la Terre, sur la planète, sur notre noyau central. Et même si on circule en apparence librement autour de cette Terre, en réalité, on ne fait qu'être appelé ou être rejeté par un certain nombre de forces que l'on joue après en les mentalisant. Ça, c'est mon idée de comment se jouer de la liberté et en tout cas, comment se déjouer de l'aspect je suis une héroïne, je fais ce que je veux dans ma vie, what the fuck, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les contraintes, je m'en sors toujours. Moi, j'ai l'habitude de dire, moi, je suis un 4, comme dans les Aristochats, je retombe toujours sur mes pattes. Et c'est vrai que c'est une grande force. Hein. C'est une grande force, j'ai une grande résistance. J'ai une grande capacité de résilience, c'est-à-dire que j'ai une grande capacité à retrouver de la forme, à retrouver de la puissance, à retrouver de l'énergie, après quel que soit le combat que je mène. Et j'en ai mené beaucoup depuis mon enfance, qui a été fort malmenée, où j'ai été fort maltraitée et éprouvée depuis toute petite, où les liens familiaux, les liens avec les parents étaient fort mis à l'épreuve de par les difficultés qu'ils nous faisaient vivre. Les liens dans la fratrie ont été mis à l'épreuve par une mère qui divisait pour mieux régner dans toute la puissance de sa folie. Parce que quand on interroge la liberté, je crois qu'on peut interroger la puissance de la folie aussi. La folie, c'est une forme de liberté, je trouve. En tout cas, elle nous amène à explorer des espaces, des univers ou des façons de faire que plein d'autres gens n'oseraient pas explorer parce qu'elle nous met à part de la norme par moment. Et pour autant, elle nous oblige aussi et elle nous fait aussi interroger cette norme et donc nous confronter, encore une fois, aux limites qu'elle nous pose et à la liberté. Parlons de moi, un petit peu de storytelling, hein, puisqu'il s'agit aussi de ça et de venir questionner mon histoire. Donc après l'enfance et l'adolescence est ô combien difficile, avec beaucoup de violence verbale, beaucoup de violence physique, des relations perverses narcissiques de la part de ma mère, des relations extrêmement violentes de la part de mon père, et cette espèce de noyau dur de la famille nucléaire qui en plus se transportait sans cesse d'un endroit à un autre et donc m'empêchait de construire des liens durables avec d'autres figures d'attachement, avec d'autres figures solides et aimantes. Malgré tout, j'ai su construire ça avec d'autres éléments de ma famille, mon oncle et ma tante, ma grand-mère. Et puis, je me suis attachée à des voisins, des voisines. J'ai trouvé refuge chez ces personnes-là, de manière très instinctive. Bien sûr qu'à l'époque, je ne calculais pas et je ne philosophais pas tout ça. Je le faisais de manière très instinctive. Je passais le plus clair de mes journées libres. Alors, toutes les journées contraintes par l'école, j'allais à l'école. Mais finalement, j'étais bien souvent beaucoup mieux là qu'à la maison, contrairement à ce que les apparences pouvaient laisser croire. Il faut savoir que je suis issue d'une famille friquée, d'une famille qui avait des moyens, aussi bien intellectuels que matériels, et donc qui donnait le change vis-à-vis de l'extérieur. On pouvait croire, depuis la lorgnette du dehors, que j'avais tout ce que je voulais. J'achetais les fringues que j'avais envie d'acheter, j'avais un cheval à la maison, j'allais au concert, au théâtre ou au cinéma autant de fois que je le voulais, etc. Et que si je volais des trucs dans les magasins, c'était pour me faire remarquer, pour faire la maline. En fait, encore une fois, je pense que dès cette époque-là, j'étais déjà en prise avec éprouver le risque, éprouver ce que c'était, mais d'une manière un peu folle, puisque je parlais de folie tout à l'heure, ce que c'est que la prise de risque, de se mettre en danger. Donc, voler,
fumer du shit, etc., sécher les cours, se mettre en danger relationnel vis-à-vis de tout ce qui représentait de près ou de loin une figure d'autorité, que ce soit les profs, les directeurs, directrices, hein, que ce soit les employeurs, quels qu'ils soient. Dès que ça commençait à ressembler un peu trop à un carcan, un peu trop à quelque chose de trop contraignant ou de trop autoritaire, ben, je faisais flamber l'édifice et je partais. Mais dans le feu, à chaque fois, j'ai laissé des plumes. À chaque fois, j'ai laissé des parts de moi. À chaque fois, je ne me suis pas donné le temps de m'adapter pour développer des stratégies plus utiles, plus résilientes finalement aussi. J'ai plaqué des boulots, j'ai plaqué des études. J'ai pas su continuer dans des études qui auraient pu me convenir éminemment, dans lesquelles j'aurais même pu mener des recherches comme la psychologie, parce que j'ai pas su m'adapter à un moment au système universitaire. Quand il devenait trop entonnoir, trop contraignant, c'était plus pour moi, j'y arrivais plus. J'ai pas su non plus m'adapter à certains jobs dans lesquels j'aurais pu trouver de la sécurité, mais aussi un réseau social, développer des compétences et relationnelles et amicales, par exemple, et professionnelles, là aussi. J'ai pas su faire ça. Donc j'ai toujours fait des choix de liberté, effectivement. J'ai fait le choix de toujours faire exploser les contraintes, de toujours enlever mon pull quand il faisait trop chaud, même si ça ne se faisait pas dans la pièce où je me trouvais à ce moment-là, de toujours me gratter le nez alors que ça ne se faisait pas face à mon auditoire, etc. Ou parfois j'ai pas fait les choix aussi. Parfois j'ai dit des trucs qui dépassaient ma pensée. Parfois j'ai été trop violente, trop loin dans ma façon de penser, dans ma façon d'agir les choses. Et j'ai regretté ça. Avec des amis, par exemple. J'ai tout fait exploser parce que certaines parties de la relation ne me plaisaient pas. Et donc j'ai pris du large, etc. Avec des amoureuses, j'ai préféré tout balancer plutôt que d'interroger la relation et de lui donner plus d'espace, de me donner plus d'espace dans cette relation. J'ai cru que la liberté, c'était de tout plaquer et de tout laisser derrière moi. Donc j'ai abandonné, encore une fois, la possibilité de m'épanouir autrement et différemment. Tout ça pour dire que, certes, effectivement, il y a peut-être 10, 15 ans de ça, quand j'ai commencé à exercer la profession de sophrologue et ensuite celle d'enseignante de Qigong, que je continue d'exercer avec beaucoup de plaisir aujourd'hui, avec beaucoup d'amour. J'en parlais avec une de mes amies, qui est toujours une amie aujourd'hui, et qui me connaissait déjà depuis longtemps, et je lui dis écoute, je suis heureuse parce que enfin je fais ce que je veux. Et là, je vois ses gros yeux s'arrondir en me regardant avec un sourire un peu malicieux, un peu moqueur, et elle me dit comment ça tu fais ce que tu veux? Mais en fait, à quel moment dans ta vie tu n'as pas fait ce que tu voulais? Et là, j'ai réalisé pour la première fois à quel point je passais pour les autres, pour quelqu'un qui ne fait que ce qu'elle veut quand elle veut. En réalité, c'est souvent des choix en dépit d'eux, c'est souvent des choix malgré moi, c'est souvent des choix faits parce que j'ai l'impression que je ne peux pas faire autrement à un instant T, et que tout ce que j'ai appris depuis me permet de vous dire aujourd'hui qu'on peut faire des choix avec plus de douceur, en se laissant plus de temps, en se laissant cet espace dont je parle depuis tout à l'heure, cet espace cocon que je me suis construit depuis et dans lequel j'ai choisi de m'aimer moi, y compris avec mes contradictions, y compris avec des trucs avec lesquels je ne suis pas 100% d'accord. Et Dieu sait s'il y en a, y compris Dieu, hein que j'évoque par réflexe culturel, alors qu'en réalité, il n'y a pas de Dieu dans ma vie, et c'est ça qui est drôle finalement.
Si j'avais à invoquer quelqu'un, ça serait plutôt la déesse ou les déesses, quelles qu'elles soient, quelles que soient les figures, les formes que j'ai envie de leur donner ou qu'elles prennent dans mon imaginaire. J'ai aussi fait beaucoup de choix intuitifs, hein. Je suis portée par une voix intérieure depuis très longtemps, qui me pousse, que ce soit, encore une fois, mes guides, les sorcières à l'intérieur ou derrière moi, et cetera, mes vies antérieures. Je vous en parlerai à d'autres moments. Mais la liberté, même si tout ça, ça semble un peu foutraque, pour moi, elle est faite de tout ça, hein, très authentiquement. Aujourd'hui, je ne peux pas parler de liberté si je ne peux pas parler aussi de mes contraintes intérieures. J'ai envie que vous me partagiez quelles sont les vôtres de contraintes intérieures, quels sont les choix que vous avez pu poser à un moment en pensant que c'était des choix de liberté, que c'était des choix qui vous ouvraient tout grand les fenêtres et les portes et qui vous donnaient la sensation de vous envoler à l'instant T et qui vous ont plutôt fait chuter sur la marche suivante et que l'étape d'après, ça a été plutôt la chute, hein. Et qu'est-ce qui vous a ensuite, si vous avez trouvé quoi, permis de vous relever? Parce que je crois que mon prochain partage, ma prochaine vidéo, ça va être de vous parler de tout ce qui a jalonné mon parcours jusqu'à aujourd'hui et qui m'a permis de me relever, qui m'a permis de me reconstruire malgré les chutes. Et Dieu sait, les déesses savent à quel point elles ont été nombreuses ces chutes. Donc parlez-moi des vôtres, parlez-moi de vos chutes, mais aussi parlez-moi de vos choix, de vos envols, de tout ce qui vous a poussé vers l'avant, à sauter par la fenêtre par moment. J'ai hâte de vous lire et j'ai hâte de vous entendre. Si vous avez envie de le partager oralement, vous pouvez aussi me mettre des messages oraux. À bientôt!